Hello, my name is Yarmila Ratz, but I go by Jackie. I was named after my mom. My mom took on Jackie as a nickname when we arrived in Winnipeg, Manitoba in 1968, when I was about 6 months old. So I became Jackie early on. When I was 23, I was diagnosed with stage 3 non-Hodgkin's lymphoma. I had a tumor in my chest putting pressure on my lung as well as on half my heart. It took over 9 months for me to be able to get my diagnosis, so the tumor had the opportunity to get quite large. It was about the size of a lemon and a small orange by the time it was discovered. Immediate radiation and chemotherapy followed. I was given a 40% chance of survival, but I made it. And then I had over 20 years of great living. I traveled, I was a fashion buyer, I got married, I traveled some more, I became a dog mom to 2 great dogs. And then at the age of 44, I had what is now described as a heart event. A diagnosis of chemo-induced cardiomyopathy followed very quickly. This came as a complete shock to me, as I did not recall ever being told that I could face heart issues 20 years later. Heart failure followed 3 years later, and along with the CRT-D implant, more pills and future heart transplant discussions linger. I have been living with heart failure since 2017. When I was first diagnosed with heart disease, I initially felt a sense of relief as I thought it was initially cancer again. Then the realization that I now had a chronic illness hit. I went from 0 pills to 6 medications at the first cardio appointment. I felt shocked, alone, and very unprepared. Learning about my condition both helped and terrified me, as Dr. Google quickly found could be very unreliable and dangerous. Those initial years were very hard, as there was very little in the way of Canadian-based supports, either in person or online. Eventually, I founded my own support group online, and I wanted to find a sisterhood of understanding, sharing, and venting. And then, oh my goodness, has the last few years changed things? So much has improved for women and men who receive a diagnosis of heart disease and heart failure. The Canadian online communities for heart patients have grown. The Women at Heart program has gone virtual, and the growth of organizations such as the Canadian Women's Heart Health Alliance, as well as the HeartLife Foundation, has expanded. The patient support and access to conferences and summits has been excellent. It is an exciting time, as the more we know, the more we can be engaged in our own care and have better outcomes. I am stable and doing well because of the access to credible information, personal supports, and optimal therapy. Getting a diagnosis of heart disease or heart failure is really hard. In my case, a surprise over 20 years after surviving cancer. But it can be managed well if you are engaged in your care. Understand your condition, get help to handle the mental processes of the diagnosis, and if at all possible, join a support group online or in person. It will make a huge difference. It has in my world, and it's beyond words. I do not want anyone to walk in my shoes. Facing heart disease before the age of 50 was in some ways harder than facing cancer at 23. The reality is, for me, due to the intense chemo and radiation and proximity to my heart, the heart disease or failure was inevitable. But that is not always the case. Please encourage the men and women in your life to be able to get to know their heart early. Have a discussion with your doctor about your personal risks and what you can do about them. If I had, maybe I could have kept the diagnosis away for an extra 5, 10, maybe 15 years. Thank you so much. And please take your heart health seriously. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amy Johnston et je suis candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa et à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Pour souligner l'initiative Tout le monde en rouge, nous accueillons aujourd'hui Freya Kelly. Freya est infirmière de pratique avancée au programme de soutien et de soins palliatifs cardiaques de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Elle travaille en éducation patient, en collaboration et en recherche. Dans ses recherches, elle s'intéresse aux soins infirmières cardiovasculaires et à cardio-oncologie, à la santé cardiaque des femmes, aux outils et ressources d'autoprise en charge et à la mise en œuvre de pratiques basées sur les données probantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec elle des considérations et défis propres aux femmes
dans le contexte du cancer et des maladies cardiovasculaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Freya. Tout le plaisir est pour moi. Je suis heureux d'être ici. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la cardio-oncologie et en quoi ça touche les femmes? Bien sûr, compte tenu des avancées dans la détection précoce et le traitement du cancer, on a vu le nombre de survivants et survivantes augmenter continuellement depuis les années 1970. Dans le cas du cancer du sein, par exemple, le taux de survie après 5 ans aux États-Unis est passé de 75% dans les années 1970 à 91% dans les années 2010. Toutefois, il existe un risque d'effet à long terme. Certains sont des effets du cancer lui-même et d'autres sont des effets des traitements. Ces effets peuvent commencer durant le traitement et persister une fois le traitement terminé. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des complications les plus graves et mortelles du traitement du cancer. Plus précisément, les personnes qui vivent au moins 5 ans après un diagnostic de cancer ont un risque de mortalité cardiovasculaire de 1,3 à 3,6 fois plus élevé et présentent une incidence jusqu'à 18,5 fois plus élevée de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie, par rapport à d'autres personnes du même âge sans antécédents de cancer. Le vieillissement de la population canadienne vient aussi augmenter ces risques. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour demander qu'on s'attaque au risque accru de maladies cardiovasculaires chez les survivants et survivantes du cancer. Dans le cas du cancer du sein en particulier, l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires découle des effets toxiques par le cœur des traitements contre le cancer, dont en particulier la chimiothérapie par anthracycline et la thérapie biologique. Cette augmentation est aussi due au fait que les facteurs de risque pour le cancer du sein et les maladies cardiovasculaires se recoupent. Quels sont certains des facteurs de risque connus du cancer et des maladies cardiovasculaires? Il y a un très bon diagramme de Venn dans un article de 2018 de Meta et collaborateurs. Sur ce diagramme, les facteurs de risque cardiovasculaire apparaissent dans un cercle, les facteurs de risque du cancer du sein dans un autre, et à l'intersection des deux cercles se trouvent les facteurs de risque communs aux deux maladies, c'est-à-dire l'âge, l'alimentation, les antécédents familiaux, la consommation d'alcool, l'hormonothérapie, l'obésité, l'exercice et le tabagisme. Les premières recherches se sont surtout concentrées sur les conséquences cardiovasculaires du traitement du cancer du sein. Ces recherches ont provoqué des changements comme la réduction des doses d'anthracycline en chimiothérapie. La vérification régulière de la fraction d'éjection a été intégrée aux soins courants des personnes prenant du trastuzumab, une thérapie biologique qui peut causer une insuffisance cardiaque congestive réversible. Les oncologues ont aussi commencé à porter plus d'attention au fait que le tamoxifen, utilisé comme traitement adjuvant de cancer du sein, augmente le risque de thrombose veineuse. Cependant, c'est vraiment une évaluation récente des facteurs de risque modifiables et non modifiables déjà mentionnés qui a été mise à l'avant-plan. Comme l'augmentation du risque cardiovasculaire semble se manifester de 5 à 7 ans après le diagnostic initial du cancer du sein, il y a peut-être là une occasion d'appliquer des stratégies de prévention idéalement dans le cadre du programme de réadaptation cardiaque. Que pouvez-vous nous dire à propos des mesures à prendre pour relever les défis spécifiques liés à cardio-oncologie? En 2022, la Société européenne de cardiologie a publié ses lignes directrices en cardio-oncologie, les premières dans ce domaine, qui comprennent plus de 270 nouvelles recommandations. C'est un grand progrès pour cette sous-spécialité.
Dans la section qui porte sur le rôle de la réadaptation cardiaque, on note que l'entraînement par intervalle à haute intensité réduit les facteurs de risque cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire chez les personnes cancéreuses avant, pendant et après les traitements. Les bienfaits de l'EIHI sur le plan des facteurs de risque cardiovasculaire, des comportements en matière d'activité physique, de la fatigue et de la qualité de vie persistent plusieurs mois après les interventions. En 2020, une étude a conclu que les patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce qui avaient vécu un événement cardiovasculaire après leur diagnostic présentaient un risque accru de récidive et de mortalité associée au cancer. On voit maintenant émerger des données indiquant que la matrice des facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète, l'obésité et l'hypertension avant le début des traitements contre le cancer aident non seulement à réduire le risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi le risque de mortalité due au cancer. On note maintenant un intérêt accru pour les programmes de préadaptation et les façons de les standardiser. Bien sûr, c'est une grande partie aux oncologues, cardiologues et fournisseurs de soins de santé primaire de communiquer les risques, mais il est aussi important pour les patients d'avoir conscience de ces risques et de défendre leur propre intérêt. J'aimerais d'ailleurs attirer l'attention sur la section Ce que je peux faire du document infographique Cancer et santé du cœur du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes. Tout d'abord, il est important de vous renseigner sur votre risque. Collaborez avec votre équipe soignante pour maîtriser vos problèmes de cœur, votre tension artérielle et votre cholestérol, surtout avant de commencer tout traitement contre le cancer. Adoptez une alimentation saine pour le cœur, visez 30 minutes d'exercice par jour, trouvez de l'aide pour cesser de fumer et renseignez-vous sur vos chiffres. HbA1c, tension artérielle, taux de cholestérol. Dites à votre médecin que vous avez besoin de rendez-vous dans une clinique de cardio-oncologie. Ces cliniques sont de plus en plus répandues au Canada. Sachez aussi que si on vous diagnostique une maladie de cœur plus tard, votre cancer ou les traitements en sont peut-être la cause et il est important de le mentionner à votre cardiologue dès le premier rendez-vous. En terminant, avez-vous des conseils à nous donner pour attirer l'attention sur la santé cardiaque et le mieux-être des femmes? Je tiens vraiment à bien informer et conseiller mes patients, non seulement pour qu'elles soient renseignées et capables de jouer un rôle actif dans leurs soins, mais aussi dans l'espoir qu'elles communiquent l'information à leur famille et à leurs amis. En ce qui concerne la surspécialité de la cardio-oncologie, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ces femmes qui ont la malchance de recevoir un diagnostic de cancer, mais qui apprennent en plus qu'elles ont des problèmes de cœur, ce qui peut influencer leurs options et leur capacité de terminer leur traitement contre le cancer, sans compter le risque futur d'insuffisance cardiaque. C'est pourquoi il est hyper important, selon moi, que les praticiennes et praticiennes parlent de risques futurs de maladies du cœur, mais aussi des mesures de prévention qu'on peut prendre, comme faire de l'exercice, manger sainement, aller chercher de l'aide pour cesser de fumer et maîtriser ses comorbidités. Toutes ces choses ont un effet cumulatif et peuvent vraiment changer les choses à long terme. Merci, Freya, pour les précieux renseignements que vous nous avez donnés aujourd'hui. Nous vous encourageons à prendre conscience de l'importance à vous renseigner sur votre santé cardiaque et d'en prendre soin. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de vous. Pour en savoir plus sur les particularités des maladies cardiovasculaires chez les femmes et que vous pouvez faire, visitez tlmenrouge.ca ou parlez-en à votre médecin. Souhaitez-nous le 13 février pour la journée Tout le monde en rouge.